Good Morning Business, Business Today. 6 nouveaux pays vont donc rejoindre les BRICS à partir du 1er janvier. C'est le groupe des pays émergents, actuellement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Les 6 nouveaux pays, on va en parler avec Alexandre Kateb, économiste et président du cabinet de Multipolarity Report. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, pourquoi cet élargissement avant de parler des pays ? Cet élargissement s'inscrit dans une nouvelle phase de développement de ce groupement des BRICS, qui a été créé il y a plus d'une dizaine d'années, rappelons-le, à l'initiative de ces grands pays, notamment de la Russie et de la Chine, et qui vise aujourd'hui à acquérir une nouvelle dimension et surtout à créer des instruments pour proposer des alternatives au système économique et financier mondial, notamment au rôle du dollar. Et donc, en fait, la dédollarisation et le développement de monnaies d'échange alternatives comme le yuan, par exemple, va de pair avec cet élargissement. Il y a une véritable logique, en fait, qui connecte les deux aspects. Si vous voulez, on peut en discuter. Et je pense que la première preuve de cela, c'est l'inclusion de l'Arabie Saoudite et des Émirats dans ce nouvel ensemble élargi, parce que ce sont des pays qui ont, comme on dit, des deep pockets, qui peuvent financer un nouveau système financier basé sur une monnaie des BRICS ou une unité de réserve qui serait elle-même adossée au pétrole et à l'or, par exemple. Comment s'est effectuée la sélection de ces nouveaux entrants ? On sait qu'il y avait une vingtaine de candidats, 6 ont été retenus, et notamment des gros producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran. Absolument, oui. C'était une priorité pour la Chine de sécuriser ses relations économiques avec ces pays et également de sécuriser son approvisionnement en matières premières, évidemment, sur toute cet axe qui va du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie de l'Est. Et donc l'inclusion de l'Iran aussi et de l'Arabie Saoudite, qui étaient des puissances rivales, mais finalement qui ont fini par s'entendre grâce à la Chine, justement. C'est un signe également de cette volonté de pacifier ces relations et de créer ce nouvel ordre économique mondial adossé à ces matières premières. À votre avis, est-ce que ça peut fragiliser l'OPEP ? Non, je ne pense pas que ça puisse fragiliser l'OPEP pour une raison très simple. C'est parce que aujourd'hui l'OPEP est engagé avec la Russie, par exemple, dans le cadre de l'OPEP+, et toutes les décisions sont prises en commun. Donc la Russie, en fait, avait intérêt à inclure également ces puissances comme l'Arabie Saoudite et comme les Émirats dans ce nouvel ensemble élargi des BRICS, parce que ça permet de fluidifier les relations entre les différentes organisations. Vous parliez à l'instant de la dédollarisation, le fait qu'on ait plusieurs pays producteurs de pétrole qui rejoignent les BRICS. Est-ce que ça peut accélérer le débat sur la cotation du pétrole dans une autre devise que le dollar ? Absolument. C'est véritablement un catalyseur de cette transformation et de ce rôle notamment du renminbi dans la facturation des contrats pétroliers. Ça a déjà commencé. L'Arabie Saoudite a signé un accord avec la Chine pour facturer en yuan, donc en renminbi, ses exportations de pétrole. Les Émirats arabes unis ont envoyé une première livraison de gaz liquéfié à la Chine facturé en renminbi. D'ailleurs, c'est Total qui était à l'initiative de cette transaction. On sent bien qu'il y a tout un mouvement aujourd'hui pour asseoir ces transactions dans un cadre plus multilatéral, d'où cette idée de monnaie de réserve des BRICS, qui est en fait une unité d'échange qui servira d'unité de compte à toutes ces transactions et permettra aussi d'inclure d'autres pays qui ont des dettes vis-à-vis de la Chine et de leur fournir des financements sans passer par le dollar. C'est le cas de l'Argentine notamment. Est-ce qu'on peut imaginer les pays de l'Union européenne apporter leur soutien dans ce combat contre la dédollarisation ? Combat pour la dédollarisation, pardon. Je ne le pense pas, même si implicitement, il y a bien sûr beaucoup de voix en Europe qui sont agacées par l'hégémonie du dollar, y compris en France où Bruno Le Maire s'est agacé à plusieurs reprises de ce rôle exorbitant du dollar. Donc il y a une véritable tradition en ce sens. Néanmoins, l'Europe est tellement intégrée avec les États-Unis sur un ensemble de domaines, et y compris sur le volet géopolitique à travers les sanctions mises en place vis-à-vis de la Russie, par exemple, qu'on ne voit pas ces pays risquer de fragiliser leur alliance en développant ce discours aujourd'hui. Parmi les pays candidats à l'élargissement, il y avait l'Indonésie, qui finalement n'a pas été retenue, et il n'y a aucun pays asiatique entrant.
Comment est-ce que vous interprétez cette décision ? Je pense que l'idée, c'était véritablement de faire ce rééquilibrage vers le Moyen-Orient et l'Afrique, qui sont aujourd'hui des priorités, notamment pour la Chine, la Russie, mais également pour l'Inde, et de construire le socle de cette monnaie des BRICS, donc en incluant ces puissances pétrolières qui peuvent lui donner une véritable assise financière. Avant cet élargissement, les BRICS représentaient déjà 26% du PIB mondial. Avec cet élargissement, ils vont devenir un interlocuteur incontournable. Oui, aujourd'hui, les BRICS représentent en fait, 7 puissances du G20 font partie des BRICS, 7 sur 20. Donc on est proche d'un moment où il y aura à peu près la moitié des pays du G20 qui pourra être intégré au BRICS. Et donc là, on sent bien que c'est une organisation qui va peser de plus en plus. Et aujourd'hui, on est passé de la théorie à la pratique. Et on verra ça dans les mois prochains, je pense, avec la mise en place de ces instruments financiers notamment. Est-ce que l'Europe risque de se faire marginaliser sur la scène internationale? Non, l'Europe ne risque pas de se faire marginaliser compte tenu de son poids économique. Néanmoins, l'Europe risque de laisser passer des trains. Et de ne pas comprendre en fait ce qui se passe. Et je pense qu'il y a une sorte d'attentisme et de frilosité vis-à-vis de ces évolutions, voire d'hostilité, qui n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Parce que, comme ça a été dit par beaucoup de responsables politiques, y compris le président Macron, l'Europe a intérêt à développer son autonomie stratégique, voire son indépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Et ça ne se fera qu'en s'intégrant à ce monde multipolaire et non en essayant de le combattre pour des intérêts qui ne sont pas les siens. Les BRICS, traditionnellement, sont non alignés. Est-ce qu'avec cet élargissement, c'est une position qui va être tenable ? C'est une position en fait de multi-alignement ou de multipolarité, contrairement à l'ancienne idéologie des non-alignés. On voit que ce qui importe, c'est vraiment l'économie et le business. Et c'est là-dessus que sont fondées les relations entre ces différents pays. Et elles sont aussi en réaction à ces sanctions qui ont été prises, notamment vis-à-vis de la Russie, des avoirs de la Banque centrale, qui montrent que n'importe quel pays peut être soumis aujourd'hui à ces sanctions américaines. Et donc là, il fallait d'urgence constituer un système alternatif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation de ces nouveaux entrants de la part de la Russie et dans une moindre mesure de la Chine, en marge évidemment de la guerre en Ukraine ? La Chine et la Russie sont évidemment des puissances majeures, notamment en ce qui concerne la Chine sur le plan économique. Donc il y a évidemment une volonté d'utiliser ce groupement à son profit. Mais je dirais qu'au-delà de cela, la Chine joue le rôle un peu d'un bon samaritain pour faire évoluer un système international qui est aujourd'hui insatisfaisant pour tous ces pays, qui les a marginalisés. Et donc on voit que finalement, si c'est la Chine qui joue ce rôle de ruse dans l'histoire, comme dirait Hegel, eh bien c'est aussi dans l'intérêt de tous ces pays. Merci beaucoup Alexandre Kateb d'être venu en plateau ce matin pour nous apporter votre éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste, président du cabinet The Multipolarity Report. 7h20.